quelques semaines. Je remercie Richard Latendresse qui a pris la relève pendant tout ce temps. Et si vous voulez, ce soir, on va aller tout de suite dans l'actualité et parler de ce cas, une triste histoire. En fait, c'est un homme qui a été victime d'une erreur judiciaire. Michel Dumont a passé presque 3 ans en prison, lui, pour une condamnation. Finalement, il n'avait absolument rien à voir avec cette accusation qui avait été portée contre lui. Il en avait même été innocenté. Si vous voulez, on va retrouver tout de suite Maryse Gagnon. Il faut dire, Maryse, quand même, que c'est une histoire qui traîne depuis des années. Mon Dieu. Oui, c'est une histoire qui dure depuis 14 ans. Alors, on peut dire que c'est 14 ans de cauchemar pour Michel Dumont et pour sa conjointe. Écoutez, il a purgé 34 mois de prison pour un viol qu'il n'avait absolument pas commis. Il y a même la victime qui avait déclaré qu'il n'était absolument pas coupable. Alors, en 2001, la Cour d'appel a retiré toutes les accusations. Donc, il a été innocenté, blanchi de toutes les accusations. En d'autres mots, il s'est retrouvé victime d'une erreur judiciaire. Alors, bien sûr, lui et sa conjointe s'attendaient à une compensation de la part du procureur général, d'une compensation de la part du gouvernement du Québec, parce qu'évidemment, c'est une incarcération qui leur a coûté très, très cher en frais d'avocat et tout ce que vous voulez. Alors, 3 ans plus tard, toujours pas de compensation, toujours pas un sou du gouvernement du Québec. Je vous laisse entendre la conjointe de M. Dumont, Mme Tremblay. Ça n'a pas d'allure. Ils ont fait une erreur puis ils veulent pas la reconnaître. Quand nous, on fait des erreurs en tant que citoyens, le gouvernement nous oblige à réparer. On doit payer. Pourquoi, quand c'est eux qui en font, ils ne payent pas? Bien, en attendant justement que cette compensation vienne, peut-être un jour, c'est la FTQ qui apporte son soutien à la famille. C'est ça. La FTQ met en place une collecte de fonds parce que Michel Dumont est électricien, donc membre de la FTQ. Il y a le président aussi qui va demander une rencontre avec le ministre de la Justice, M. Dupuis. On a tenté bien sûr d'avoir des commentaires du gouvernement du Québec, du ministère de la Justice, mais c'est motus, c'est bouche cousue. Donc pourquoi ne paie-t-il pas? On ne le sait pas encore. Merci beaucoup, Maryse. Merci. Michel Dumont, et sa conjointe qui sont avec nous dans quelques instants. Maintenant, vous vous souvenez certainement de ces événements de Kanesatake au mois de janvier dernier, des Mohawks qui avaient pris les abords du poste de police là-bas. Aujourd'hui, 16 Mohawks de Kanesatake ont comparu au palais de justice de Saint-Jérôme. Entre autres, ils sont accusés d'avoir participé à une émeute. Jean-François Guérin, on peut bien dire 16 qui comparaissent, mais on est à la recherche de plusieurs autres qui ne se sont pas présentés. Oui, 9 qui font l'objet de mandats d'arrestation qui devaient se présenter théoriquement au palais de justice de Saint-Jérôme ce matin, mais ne l'ont pas fait. C'est évidemment une comparution attendue, la première suite devant les tribunaux des événements de janvier dernier, de ce siège des 12 et 13 janvier au cours duquel le poste de police avait été assiégé. Donc les 16 personnes qui ont défilé au palais de justice sont accusées de séquestration pour certains, de participation à une émeute pour d'autres. Ce qui les a fait tiquer un petit peu, il faut vous mentionner d'ailleurs que cette comparution-là s'est faite sous l'œil attentif des policiers, des nouveaux policiers de Kanesatake. Donc, ce qui fait tiquer un peu ces gens-là, ce sont les conditions qui sont assorties à leur remise en liberté, c'est-à-dire le fait de ne pas se présenter sur le territoire de Kanesatake. Ils trouvent ça carrément illégal et leur avocat a l'intention de contester, s'il le faut, jusqu'en Cour suprême, le fait qu'un tribunal blanc puisse obliger des Amérindiens à ne pas se présenter sur leur territoire. Ça fera l'objet d'autres procédures judiciaires. Bon, Jean-François, vous êtes sur le territoire, on le constate très bien derrière vous, il y a encore des gens qui montent la garde. Oui, exactement. On va vous montrer ce que ça donne en direct. Pour l'instant, c'est plutôt tranquille. Vous voyez quelques personnes. On ne bloque pas la route 344. Il faut se dire, on se trouve à l'extrémité ouest du territoire, près de Saint-Placide. Donc, il y a quelques gens qui montent la garde. Il y a eu quelques événements aujourd'hui, quelques incidents sur le territoire, notamment en avant-midi, les policiers qui ont dû battre en retraite dans le rang Sainte-Germaine. Et en après-midi également, des policiers qui se sont fait tirer des roches ici, sur la route 344. Encore une fois, ils ont battu en retraite. Donc, une situation, Pierre, qui reste tendue. Et le fait que 9 individus soient toujours recherchés fait craindre à ces gens-là que les policiers viennent les chercher sur le territoire, ce qui fait un petit peu augmenter la tension. Merci, Jean-François. Je vous en prie. On peut parler d'une conférence de presse un peu particulière ce matin, en tout cas pas comme les autres, pas comme celles qu'on connaît habituellement. 8 hommes masqués qui avaient demandé à rencontrer la presse. Karine Champagne, ce sont des délateurs et ils dénoncent les corps policiers avec lesquels ils ont signé des contrats. Oui, et effectivement, cette conférence de presse, lorsqu'on arrivait dans la pièce, on peut dire que le coup d'œil était assez surprenant. Donc, 8 personnes masquées, 6 hommes, 2 femmes. Ils étaient évidemment cagoulés, portaient d'opaques lunettes fumées. Alors, tous sont des témoins très, très importants du gouvernement.
notamment dans les dossiers judiciaires concernant le monde criminalisé. Jamais autant de délateurs n'ont été réunis dans une même pièce. On dit que c'est une première canadienne. Alors, qu'est-ce que ces gens réclament? C'est une commission d'enquête ou encore une enquête à huis clos sur le non-respect de leur contrat de délation. Certains soutiennent qu'ils n'ont pas eu de changement d'identité, qu'ils craignent plus maintenant qu'ils sont du côté de la police alors qu'ils étaient plus en sécurité lorsqu'ils étaient dans le monde criminel. Jacques Chagnon a pourtant formé une escouade visant à faire la lumière sur ces supposées allégations fausses. Sauf qu'on dit que les policiers de la Sûreté du Québec qui sont impliqués dans cette enquête seront juges et parties. Il n'est pas question de maganer la police là-dedans. Ce qui est important, c'est faire la lumière sur tout ce qui s'appelle corruption et criminalité policière en regard de l'utilisation des agents sources et témoins spéciaux sur le terrain. Alors, c'est évidemment un premier coup d'éclat. Les délateurs en promettent d'autres. Entre autres, ils soutiennent avoir plusieurs cassettes de policiers, des cassettes audio très, très incriminantes, puisque les policiers seraient impliqués directement ou indirectement dans certains faits illégaux. Merci beaucoup, Karen. Au revoir. Au revoir. Du côté de Québec, vous savez que c'est toujours cette histoire de prostitution juvénile là-bas. Et aujourd'hui, c'était l'étape des plaidoiries au procès de l'ex-président du Carnaval de Québec. Yvan Cloutier est accusé d'avoir acheté les services sexuels de 3 jeunes filles d'âge mineur. On sait que la cause est entendue à Montréal. Sophie Bérubé, la Couronne et la Défense qui ont des visions totalement opposées. Oui, d'un côté, la Défense dépeint l'accusé comme étant un homme bon, un peu naïf, qui s'est fait avoir par des jeunes prostituées très expérimentées. Du côté de la Couronne, eh bien, c'est le contraire. On dépeint l'accusé comme étant un homme qui n'avait qu'une seule intention, celle d'obtenir les faveurs sexuelles de 3 jeunes filles qu'il savait mineures. La Couronne dit, vous devez croire les 3 jeunes filles qui sont venues témoigner puisqu'elles avaient toutes la même version. C'est-à-dire qu'Yvan Cloutier est allé les chercher, les a ramenées à son domicile de Beauport, qu'il y a eu des relations sexuelles complètes, toujours pour le même tarif, soit 50 $ la demi-heure. Du côté de la Défense, eh bien, on s'attaque à la crédibilité justement de ces jeunes filles en disant qu'elles avaient tout intérêt à mentir, non seulement en raison des poursuites civiles qu'elles pourraient tenter contre l'accusé, mais également en raison du fait qu'elles ont subi des pressions par les policiers. Autre élément important, celui de l'âge, eh bien, la Défense a rappelé le fait que 2 des jeunes filles étaient toujours des danseuses, qu'elles se tenaient avec des proxénètes et surtout qu'elles paraissaient majeures. Merci, Sophie. Je sais que le juge a commencé à donner ses directives. Vous nous en parlerez à 18h. Au revoir. Merci, au revoir. À Drummondville, maintenant, c'est le procès pour agression sexuelle du pédiatre Jocelyn Lucier. Ça a repris. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a eu interruption de quelques semaines dans cette cause-là. Alors, aujourd'hui, le docteur Lucier, qui est accusé d'agression sexuelle sur 14 jeunes patients âgés de 12 à 17 ans, a commencé lui-même à témoigner. Jean-François Desbiens, il a décidé lui-même de témoigner pour sa défense. Oui, et il est le premier témoin produit par la défense d'ailleurs, et c'est un porte-document noir à la main, également de nombreux dossiers médicaux sur le bras qui s'est présenté à la barre des témoins. Le docteur Lucier qui s'est présenté avec une grande assurance comme depuis le début des procédures, et il a donné un petit point de presse à son arrivée au palais de justice disant qu'il ne ferait aucun autre commentaire pour le reste de la durée des procédures. Je vous invite à l'écouter. C'est le grand jour parce que là, on commence la défense. Puis là, enfin, ça commence. Alors, soyez bien attentifs à tout ça parce que tous les commentaires qu'on va dire, ça va être vraiment pour éclaircir la situation. C'est rare qu'un témoin comme ça parle si souvent aux journalistes. Mais on peut dire quand même que ça s'annonce très long, ce témoignage du docteur Lucier. Son témoignage pourrait, Pierre, durer jusqu'à 4 jours, nous dit-on, soit jusqu'à jeudi. Et il a tenté de se faire déclarer témoin expert, ce que le juge a refusé, disant qu'il allait lui accorder toute la crédibilité nécessaire dans ses explications. Et des explications, il en a beaucoup à fournir compte tenu des gestes qui lui sont reprochés. Merci Jean-François. Au revoir. Bonsoir. Au retour, Pierre Jobin retrouve l'ancien ministre Marc Bellemare, un avocat visiblement heureux d'avoir repris sa pratique. Le Sauveur de Maple Leaf est le gage que nous utilisons du grain végétal sans sous-produit animal. Maple Leaf, toujours dans notre mieux. Depuis 1900,
1954, RBC a mis des conseillers hypothécaires au service d'un tas de gens comme vous et moi. Ce qui a changé, aujourd'hui, c'est chez nous que je vois mon conseiller. Et ça me rend service. C'est pour ça qu'on a choisi RBC. Bon, votre mari est disparu depuis 2 jours. Pouvez-vous décrire ce qu'il portait? Un t-shirt jaune avec un numéro 22, un bas de pyjama bleu. Parce qu'il libère votre ligne, Internet par câble de base Vidéotron vous permet de naviguer aussi longtemps que vous le voulez pour seulement 19,95 $ par mois. Modem inclus, installation gratuite. Pour une bonne voiture d'occasion, faites confiance à e-Car de King de l'Auto. Avec plus de 60 véhicules en inventaire, inspectés et garantis, c'est le plus beau parc de véhicules d'occasion de la région. Et du service, on en donne. De King de l'Auto, rue Thibault, Cap de la Madeleine. Cette semaine, à Ultimatum, le combat des générations se poursuit. Quel groupe d'âge sera finaliste? Qui sera de retour pour la grande finale? À l'enjeu 40 000 $. Ultimatum tournoi des générations, cette semaine, 18h30 à TVA. 150$ pour 2 sacs? Il doit avoir une erreur certaine. Regarde, juste ici, le 7,89 $ pour un 5 livres de pommes de terre. Mais c'est des pommes de terre bio. Hein? Tu vas pas me dire que t'es contre l'agriculture biologique, papa? À ce prix-là, c'est quasiment gênant d'en manger, on devrait les encadrer. Hey, il y a vraiment le feu? Ben, ça commence à être inquiétant. Non, faut calfeutrer les issues avec des vêtements. Vas-y, avant de mourir, faut qu'on fasse l'amour. Tout de suite. Caméra Café, ce lundi, 19h30. Je déclare les chantiers officiellement ouverts. C'est la semaine 1 pour les jaunes et les bleus. On refait la structure des maisons. Gros travaux, grosse surprise. Bon, on a un problème, par exemple. On a mal évalué la situation. La maison Rona, ce lundi 20h. Une présentation de Rona en collaboration avec Desjardins et Toyota. Gagnez la maison Enfant Soleil 2004 d'une valeur de 300 000 $, entièrement meublée et décorée par Sears Canada, ou 150 000 $, offert par Remax et Family Prix. Venez la visiter à Saint-Jean-sur-Richelieu du jeudi au dimanche. Les billets au coût de 5 $ chacun et 10 $ pour 3 sont en vente auprès des 2320 agents du réseau Remax, dans les Family Prix, ainsi que dans les magasins Sears Canada, Sears Décor et plusieurs comptoirs Sears à travers le Québec. Écoutez Salut Bonjour Week-end le 27 juin pour connaître le gagnant. Nous aidons les enfants malades. Aidez-nous. Votre concessionnaire JL Nadeau de Nicolet vous invite à rester à l'écoute pour le bulletin TVA de 17h. Visitez leur site internet au www.jlnadeauauto.qc.ca pour un grand choix d'auto et de camions usagés. JL Nadeau, votre concessionnaire Chrysler, Dodge et Jeep à Nicolet. La semaine dernière, le ministre de la Justice, Marc Bellemare, prenait tout le monde par surprise et il est devenu maître Marc Bellemare aujourd'hui. Pierre Jobin, vous étiez à son bureau ce matin. Bonjour, Pierre. Et déjà, ça commence à circuler. Là. Très tôt ce matin. Il a été pendant 23 ans le défenseur du citoyen, d'avocat de pratique privée. Ce matin, on est allé à son bureau très tôt pour le rencontrer. Et ce qui m'a surpris le plus, c'est qu'il y avait dans la salle d'attente déjà à 8h30 2 clients pour Maître Bellemare. Maître Bellemare a dit, écoutez, vous l'avez entendu, moi je suis un petit vite, je veux que ça bouge vite. En 1 an, il n'y a rien qui a bougé. 2 clients déjà ce matin à son bureau. Et je lui ai dit, pourtant, quand je lui ai parlé ce matin, j'ai dit, M. Bellemare, c'est gros le gouvernement. Il y a des hauts fonctionnaires, ça prend de la patience, de l'unité, il faut faire avancer ces idées. Vous n'avez pas abandonné un petit peu trop tôt. Alors, je lui ai parlé pendant quelques minutes. Voici ce qu'il avait à dire, quelques jours donc après que la poussière soit retombée un petit peu. Et je voulais pas trop le retarder, parce que là, j'ai dit, c'est plus le gouvernement qui paie, là. Ce sont vos honoraires. Alors, on va tout de suite faire l'entrevue, on regarde ce que ça donne. Qu'est-ce qui bougeait pas assez vite? Quand j'ai quitté M. Jobin, j'avais la certitude que les réformes ne se feraient pas comme je voulais qu'elles se fassent et comme nous étions engagés à les faire. Est-ce que ça... Je n'ai pas quitté parce que ça prenait du temps. Bon, est-ce que ça vient d'un problème au sein du gouvernement, au sein de Jean Charest, ou encore c'est toute la machine? M. Charest est de la plus entière bonne foi. C'est un leader qui est à l'écoute. Je crois que c'est le leader dont les Québécois ont besoin. Il va falloir, par contre, livrer nos engagements électoraux, et ce, dans les plus brefs délais. Et je pense qu'on n'est pas élu pour jaser puis pour discuter. On est élu pour agir. Les citoyens du Québec s'attendent à ce que les gouvernements livrent leurs engagements. Et pour moi, la parole donnée, c'est sacré, c'est fondamental. Et je quittais la politique parce qu'on ne livrait pas les engagements qu'on avait
avancé en campagne électorale, engagement sur lequel j'avais mis, moi, mon nom et ma personne, mon honneur. Et c'est la faute à qui, ça, si ça n'a pas été livré? Ben écoutez, c'est Jean Charest. Je ne suis pas ici. Est-ce que vous pointez Jean Charest? Écoutez, être premier ministre du Québec, c'est une responsabilité immense. Oui. On n'a pas idée de ce que ça représente comme responsabilité. Nous sommes prêts, le slogan. Est-ce que Jean Charest, selon son Conseil des ministres... Jean Charest est le premier ministre du Québec. Il a beaucoup d'autres dossiers à manager. Alors, vous êtes-vous senti trahi après tout ce qu'on vous avait promis, un an plus tard, par le Parti libéral? Moi, je ne suis pas ici pour faire un procès d'intention. Je n'ai pas le goût de tout arracher et j'ai bien dit à M. Charest quand j'ai démissionné, je quitte serein, je quitte content, j'ai vécu une expérience, mais à mon avis, la politique, ça devrait être autre chose. On devrait s'engager et réaliser nos engagements dans les plus brefs délais dès qu'on est élu, parce que la population, elle, nous élit pour qu'on agisse. La population ne nous élit pas pour qu'on nous voit et qu'on cherche à tout prix toutes sortes de compromis qui pourraient s'éloigner considérablement des engagements promis. Vous vous n'êtes pas toujours fait d'amis, appelons ça comme ça, au sein du Conseil des ministres. M. Chagnon, avec l'affaire de faire payer aux prisonniers leurs frais de détention en prison. M. Marcoux au transport, qui a dit à un moment donné, c'est mon dossier. Vous n'êtes pas toujours mêlé de vos affaires. Est-ce que vous en êtes conscient aujourd'hui? Bon, vous savez, M. Chagnon, en août 2003, parlait de l'assurance automobile en disant « ben c'est pas le dossier de Bellemare ». Il ne savait probablement pas que j'avais une lettre du premier ministre qui me demandait de m'en occuper. Je pense que c'est pas une bonne idée lorsqu'un collègue touche un petit peu à notre secteur que de publiquement le répudier. À mon avis, ça a été une erreur. Vous n'êtes pas non plus allé trop loin. Vous n'auriez pas dû avoir un rôle plus effacé comme ministre de la Justice. Peut-être que la tradition à la justice, avant que j'arrive, c'était de laisser faire, c'était de laisser aller les machines, c'était de laisser aller l'ensemble de la couronne et de considérer que c'était toujours bien fait. Mais dans certains cas, j'estimais que l'intervention du procureur général était justifiée. J'aimerais parler un petit peu de votre vie familiale. Même M. Charest en a parlé quand vous avez quitté. Votre fille Lisanne, le fait qu'elle danse nue aussi. Des proches nous ont laissé entendre que vous ne vous êtes pas remis. Parce qu'Arthur en parlait, tout le monde était légitimé d'en parler. Moi, ça m'a déçu. Et je me suis dit, à mon avis, les médias auraient dû faire preuve d'une éthique aussi justifiée après que ça ait été rendu public par quelqu'un qui n'a aucune éthique qu'avant. Merci beaucoup, M. Bellemare. Plaisir. Cet épisode, Pierre, qui a certainement montré un homme très fragile à ce moment-là. Hein, quand on parlait de sa famille, là, il ne veut plus en parler. Ah là, c'est hors de question. Là. On peut le comprendre. Est-ce que vous allez rebâtir les ponts avec Lisanne? Parce qu'on sait qu'il ne se parlait plus. Il dit maintenant, je suis maintenant du côté du privé. Je ne veux plus entendre parler de ma fille. J'ai une vie privée. Laissez-moi tranquille avec ça, tout simplement. Merci. Salut, au revoir. Elle porte toujours la même robe. Et elle est toujours aussi Adrien.